Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nour El Kalima, un podcast présenté par l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal. Je m'appelle Yasmine et je serai la présentatrice pour le volet Affaires professionnelles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Fatiha Ben Salah. Bienvenue, Fatiha, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Je suis vraiment très ravie d'être là avec vous. Merci d'avoir honoré l'invitation. Comment ça va? Très, très bien, Très bien, alhamdoulilah. La route s'est bien passée? Oui. Parfait. Parfait, c'est super. Donc, Madame Fatiha Ben Salah, enseignante universitaire, experte dans les relations interculturelles et fondatrice de l'entreprise Jesri. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion de la diversité culturelle et du rapprochement intergénérationnel. Donc, on va en parler un peu plus aujourd'hui. Elle offre des services de formation et consultation aux entreprises et aux divers milieux professionnels et éducatifs. Donc, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour parler d'une problématique qui se retrouve souvent dans notre société, surtout dans la jeune communauté musulmane, qui est le sujet de l'auto-exclusion. Donc, comment dépasser les tensions identitaires dans le monde professionnel. Donc, je pense que tu étais la personne la mieux placée pour parler de ça, dû à ton parcours, dû à ton travail que tu fais, etc. Donc, si tu veux peut-être commencer par nous parler d'où tu viens, de ton enfance, de ton parcours professionnel. Voilà. Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis originaire d'Algérie. Je suis arrivée au Canada en 2009, en plein hiver, un soir de décembre. Donc, je vous laisse imaginer la suite. En Algérie, j'ai travaillé dans le milieu des communications, donc j'étais dans la presse écrite précisément, et puis je travaillais aussi dans le milieu de l'éducation, donc j'avais deux chapeaux. Par la suite, j'ai fait aussi un peu de la radio algérienne. Par la suite, quand je suis arrivée ici, je voulais réintégrer ce milieu professionnel, mais c'était quand même assez difficile. Donc, j'avais le choix soit d'aller faire un travail quelconque ou faire un retour aux études. Donc, j'ai opté pour le deuxième choix, qui était quand même une décision assez difficile parce que je suis arrivée pas toute seule, mais avec 4 enfants, un mari et toutes les responsabilités qui vont avec. Donc, j'ai fait le choix de reprendre les études. J'ai fait un baccalauréat en psychosociologie. Et par la suite, je voulais juste travailler avec ce baccalauréat, mais je me suis dit, une fois le baccalauréat fini, j'ai eu quand même de bonnes notes, une bonne cote pour faire des études poussées. Et vu le contexte dans lequel je me suis retrouvée, le contexte sociopolitique par rapport à l'intégration des immigrants, toutes les problématiques, toutes les questions qui étaient là à cette époque-là. Et puis, je suis arrivée juste à la suite de la crise sur les accommodements raisonnables. Donc, ce qui fait que ça bouillonnait encore partout. Il y avait des débats sur l'immigration, sur les questions de l'intégration, sur la présence musulmane au Québec et en Occident de façon générale. Je me suis juste dit, je ne vais pas rester là, je vais faire quelque chose qui ferait en sorte que je sois un acteur de changement dans la société ou apporter quelque chose à ma nouvelle société. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire une maîtrise en médiation interculturelle. Donc, tu avais le sentiment que tu avais quelque chose à apporter à la société, par exemple, que tu pouvais avoir un impact, que tu pouvais faire des changements par rapport à tout ce qui se passait. Donc, c'était vers 2010, c'est ça? Tout à fait. C'était vers 2010, 2011, 2012. C'était la période où je faisais mes études. J'étais ici à l'Université de Montréal, dans cette institution que j'apprécie énormément. Je vais vous expliquer une chose, c'est-à-dire quand on fait des études en sociologie, vous savez, la sociologie, ça amorce des réflexions sur toutes les questions de l'injustice sociale, de l'équité, et ça vous fait un petit peu, ça crée en vous un esprit de militantisme, d'activisme, etc. D'accord? J'étais un peu dans ça, d'accord? Mais je me suis dit, il y a des personnes qui à l'époque, me semblaient mieux pour faire ce travail-là, qui avaient des habilités, qui avaient des compétences partout et qui faisaient agréablement ce travail. Moi, je voulais faire quelque chose de plus apaisant, de plus calme, plus conciliateur, plus rapprocheur, etc. Et c'est par hasard, vraiment par hasard, je ne savais même pas que la maîtrise en médiation interculturelle existait.
C'est tout en faisant mes petites recherches que je suis tombée sur ce programme et en essayant de comprendre de quoi il s'agit. Je me rappelle à l'époque, j'ai trouvé un numéro de téléphone, j'ai appelé la personne responsable du programme et tout ça. Et quand elle m'a expliqué de quoi il s'agit, je me suis dit, waouh, ça a cliqué. C'est vraiment ça que je veux. Et c'est dans cette voie que je suis allée parce que je voulais vraiment apporter quelque chose, comme je l'ai dit, être une actrice positive, de changement positif plutôt dans la société et rapprocher les gens, créer des espaces de communication, de dialogue, de compréhension, chose que je sentais qui n'existait pas ou qui existait mais que ce n'était pas suffisant. Les espaces qui existaient ne répondaient pas aux besoins existants dans la société. Tu as parlé de médiation interculturelle. Est-ce que ta vision de ce thème-là, c'est le même que tu as aujourd'hui? Au début, quand tu as vu le programme, est-ce que c'est à ça que tu t'attendais? Puis quand tu as vu médiation interculturelle, est-ce que tu pensais que ça allait être ça comme métier? C'était quoi tes impressions au début par rapport à ça? Les impressions au début, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai vraiment, j'ai pas juste consulté le contenu du programme, parce qu'il y avait tout sur le site, puis j'ai posé plein de questions, j'ai rencontré du monde, et j'avais pas d'appréhension, au contraire, j'avais un grand espoir, et j'avais des attentes très élevées par rapport à la médiation interculturelle. Et je tiens à vous dire que dès que j'ai commencé mes études jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été déçue. C'est super. Vraiment, j'étais même agréablement surprise parce que ça dépassait mes attentes, le programme dépassait mes attentes. Et j'ai tout de suite été vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce programme-là. Et la preuve, c'est que j'y suis encore. Donc, j'ai fait mes études, mais je suis restée en tant qu'enseignante dans ce programme. Donc, tu te sens 100% épanouie dans ce que tu fais? 200%. 200%. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas la médiation interculturelle, comment est-ce que tu pourrais le décrire? OK. Alors, la médiation interculturelle, c'est quoi? C'est vraiment l'idée de rapprocher les personnes, les groupes, les institutions qui ont une culture différente. C'est-à-dire, je donne un exemple pour que ça soit plus concret, plus clair par rapport aux personnes qui nous écoutent. On est dans une entreprise, par exemple, on me sollicite pour donner une formation dans une entreprise. Pourquoi? Moi, je ne gère pas les côtés techniques. L'aspect technique, ce n'est pas mon expertise. Mon expertise consiste à créer des espaces de compréhension parce que dans une entreprise qui embauche, par exemple, des personnes qui viennent de France, des personnes qui viennent du Maroc, des personnes qui viennent du Mexique, toutes ces personnes, ils ont les compétences techniques. Ils ont des qualifications, etc. On les embauche parce que c'est des ingénieurs, par exemple, c'est des techniciens, etc. Ils ont les mêmes compétences. Le problème se pose où? Le problème se pose au niveau du relationnel, de la collaboration, parce que ces personnes, au-delà des compétences communes qu'elles ont sur le plan technique, elles n'ont pas la même culture, ni la culture personnelle, ni la culture organisationnelle. Donc, ça génère, ça débouche, ça fait émerger... moi, je ne parle pas de conflit, parce que le conflit, c'est un grand mot. Là, les gens en parlent de conflit, mais véritablement, c'est vraiment quelque chose de gros. Moi, je parle d'incompréhension, parfois de tension dans les milieux de travail. Alors, mon travail en tant que médiatrice interculturelle consiste à ramener ces personnes-là autour de quelque chose qui pourrait créer un espace de compréhension, d'entente, de collaboration et surtout désamorcer les tensions qui peuvent exister parce que tu as une culture différente de la mienne. Si je passe le matin, je ne te dis pas bonjour, tu vas mal le prendre parce que dans ta culture, il faut que je te dise bonjour, sinon parce que j'ai quelque chose à te reprocher, etc. Alors que ce n'est pas le cas, c'est parce que le matin, écoute, moi, dans ma culture, je ne suis pas obligée de dire bonjour à tout le monde. C'est des avant le café. Voilà, donc c'est avant de prendre mon café, par exemple. Bon, c'est des petites tensions qui émergent comme ça dans les milieux professionnels. Donc, à la médiation interculturelle, dans le programme de médiation interculturelle, on forme des experts, des spécialistes en relations interculturelles qui partent travailler dans tous les milieux de travail éducatifs ou professionnels et qui font justement ce travail de créer des espaces de collaboration, d'entente et de collaboration, de synergie d'équipe aussi. C'est vraiment intéressant comme point parce que quand on pense au milieu du travail, aux entreprises, aux
aux organismes et tout, on pense souvent que pour optimiser le travail, on va prendre les personnes les plus compétentes, celles qui ont les meilleurs diplômes, celles qui ont le plus d'années d'expérience et tout. Mais c'est vrai que des fois, le côté tout ce qui est relations, communication entre collègues, etc., c'est quand même un point qui est important, à travailler dessus dans notre entreprise et tout. Puis, tu as parlé d'entreprise, tu as fondé l'entreprise Jesri. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça a été créé, en quelle année, l'impact que ça a aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai été formatrice depuis le début de mes études. Dès que j'ai commencé mes études, je commençais à donner des formations dans les centres communautaires, etc. Mais c'était beaucoup plus par rapport à la santé mentale, parce que j'ai un bac en psychosociologie. C'était ce genre domaine-là que je touchais. Et par la suite, je voyais que progressivement, plus je donnais ces formations, plus l'aspect des tensions, des incompréhensions était très présent et ça avait un impact sur la santé mentale des personnes. Donc, il y avait dans des milieux professionnels des burn-out, il y avait des démissions, des départs, il y avait un taux de roulement très grand dans certains milieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tensions et des conflits. Donc, je voyais que plus j'avançais dans ma façon de faire, dans ce que je faisais, plus il y avait un lien vraiment étroit entre la santé mentale et la gestion de la diversité culturelle dans les espaces professionnels. Est-ce que c'est toi qui allais vers les entreprises ou c'est les entreprises qui venaient te solliciter? Les deux. Les deux. Des fois, je présentais ce que je faisais. Je faisais des soumissions comme tout le monde, etc., pour les entreprises. Mm-hmm. Mais des fois, vous savez, le bouche à oreille. Et puis, quand tu donnes une formation quelque part, puis là où tu as donné la formation, ça parle. Et puis, ça te met en contact avec d'autres clients, etc. Puis, je donne des formations aussi dans le Centre universitaire de la formation continue pour les entreprises. Donc, je le donne dans le cadre de l'université, en plus d'enseigner, mais je le donne aussi à titre privé à travers mon entreprise. Donc, pour revenir à la question de la création de l'entreprise, à vrai dire, c'est l'idée de mes étudiants. C'est l'idée de mes étudiants. Il y avait un étudiant qui m'a fait un déclic un jour en me disant, un étudiant québécois, et j'ai de très bonnes relations avec mes étudiants. Depuis que je suis à l'université, je n'ai jamais eu de problème avec mes étudiants. Oui, parce que tu es aussi enseignante à l'université de Sherbrooke. De Sherbrooke, oui. Je suis dans le programme de médiation interculturelle. Je donne 2 cours. Et je suis depuis... oui, voilà, évidemment. Et je suis depuis 2 ans dans un programme de... Je suis dans la faculté de médecine. Je donne un cours sur l'anthropologie des soins pour les infirmiers qui sont déjà en emploi, mais qui font un bac aussi à l'université. Okay. Donc, alhamdoulilah, j'ai d'excellents rapports, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mes étudiants et tout ça. Et puis un jour, il y a un de mes étudiants qui me dit, une fois la session finie, il me dit, en fait, écoute, je vais te dire un truc. Moi, je travaille dans une entreprise et il avait un bon poste. Hein, il était gestionnaire dans une entreprise. J'aimerais bien que tu donnes une formation dans mon entreprise parce que c'est intéressant ce que tu nous donnes en classe. Mais je voudrais que tu fasses ça pour un public plus large. À grande échelle. À grande échelle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et c'est là où est venue l'idée de fonder mon entreprise. Et puis, c'était aussi l'idée de préparer aussi ma retraite. Hein. Je ne pars pas demain, je vous rassure, hein, mais ni après-demain. Mais c'est quand même, il faut penser au long terme. Inch'Allah, ba'da umrin tawil, ou rabbi ya'tina as-saha. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais le faire. Et je me suis renseignée. J'ai trouvé que j'avais, parce qu'il y a quand même certains critères, certains éléments pour avoir son entreprise. J'ai trouvé que je répondais à tous les critères, que j'avais donné plein de formations, que j'avais plein d'heures d'expérience, etc. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de l'entreprise. De Jesri. Puis Jesri, ça veut dire quoi? Alors, Jesri, j'étais à la recherche du nom. C'était vraiment très difficile de trouver un nom. Puis j'étais en train de réfléchir à comment faire en sorte de combiner 2 volets qui me tiennent à cœur. Oui. C'est le volet de la gestion culturelle, qui est tout à fait évident, parce que je travaille sur ces questions-là. Mais il y avait aussi un autre volet qui me tenait à cœur, c'était le volet de la transmission, du mentorat et de l'échange intergénérationnel. C'est-à-dire, pour expliquer, tu es dans une entreprise, il y a des personnes qui partent à la retraite, on les remercie, ils partent à la retraite. Il y a une nouvelle équipe de jeunes qui les remplace avec toute la maîtrise de la technologie, mais en laissant partir ces personnes sans mettre le lien avec les jeunes qui arrivent, on a perdu quelque chose par rapport à la transmission. Donc, je suis vraiment dans ça, dans comment combiner les équipes de telle sorte à créer une relation intergénérationnelle. Et c'est très intéressant de voir comment les 2 générations sont capables de travailler. Parce que l'un qui ne maîtrise pas
ou qui maîtrise moins la technologie qu'un jeune, il peut donner beaucoup à ce jeune et lui faire gagner du temps et de l'énergie parce qu'il a une expérience de travail qui est très importante à valoriser, à considérer, à vraiment... c'est très profitable aux entreprises. Puis le jeune, il est très à l'aise avec les outils technologiques, etc. Et combiner les deux, c'est vraiment une force pour l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose... Ça se complète. Voilà. Et puis ça va aussi dans moi, je suis dans cet esprit de transmettre. J'aime beaucoup transmettre. Je donne, mais vraiment, tout ce que j'ai. On me pose une question, je réponds de mille et une façons parce que j'aime donner. Je donne tout à mes étudiants, je donne tout à mes collègues. Mais parce que tu sais qu'aussi en retour, autant que tu transmets, autant que tu reçois en retour. Oui, mais même si je ne reçois pas, je donne. Je donne. Je pense que c'est une valeur musulmane aussi, donner. Voilà. Puis, est-ce que tu as eu des obstacles pendant ton parcours? Si oui, comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Est-ce que c'était comme... Quand tu as fondé l'entreprise, est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais puis de ce que tu attendais et tout? Pour être honnête, oui. Franchement, oui. Je n'ai pas eu d'obstacle ni au niveau du travail que je fais à l'université avec, comme je le disais tout à l'heure, une collaboration d'équipe extraordinaire. Je travaille avec des personnes vraiment... je ne sais pas si j'ai de la chance, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être j'ai plus de chance que d'autres. Mais la question relationnelle, de collaboration, etc., ça se passe très, très bien. Avec mes étudiants, ça se passe très, très bien. Donc, je suis très à l'aise dans ce domaine-là et ça se passe très, très bien. Alhamdulillah, wa shukr lillah. Puis dans mon entreprise, par rapport à mon entreprise aussi, ça se passe très, très bien. Le seul hic que j'ai par rapport à mon entreprise, c'est que je ne mets pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, l'entreprise, c'est très prenant. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Il faut savoir déléguer. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à déléguer. J'ai ce problème de... j'essaie de déléguer à mes filles, mais je surveille toujours. J'ai toujours le contrôle. Donc, il y a quand même des... Mais ça ne vient pas des autres. C'est vraiment des... c'est vraiment des... c'est une gestion interne. J'ai pas eu de blocage ou de freinage au niveau de la société. Puis tu penses que le fait que tu avais quand même eu une grosse expérience avant de te lancer avant de créer ton entreprise, est-ce que tu penses que ça a joué aussi sur le fait que l'entreprise a quand même bien marché puis ça a quand même bien commencé? Parce que tu m'as dit que tu avais quand même fait plusieurs formations avant de commencer l'entreprise. Donc, est-ce que tu penses que ça a quand même influencé... Énormément, énormément. Si, par exemple, tu avais commencé l'entreprise au début de ta maîtrise, est-ce que ça aurait changé? Non, ça aurait changé complètement les choses. J'aurais pas eu cette latitude de travailler avec une aisance, etc. Oui, non. Je pense que j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai commencé d'abord par avoir cette expérience, parce que la formation, vous savez, la formation, ce n'est pas juste les compétences académiques, etc. C'est aussi le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-dire. La communication, tout ce que tu dégages. C'est vraiment un travail sur soi. Et ce travail sur soi, je pense que je l'ai fait au fil du temps et des épreuves. Et l'enseignement m'a beaucoup aidé aussi à développer ces compétences personnelles avant d'aller vers autre chose. Ouais. Puis Fatiha, on sait aussi que t'es une maman, t'es une enseignante, t'es juste une personne qui travaille en général beaucoup, etc. Puis comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces identités qui sont en toi? Est-ce que parfois tu sens que t'es un peu plus, on va dire que t'es un peu plus professeur que maman, ou que des fois tu es plus entrepreneur que maman, ou tu arrives à combiner toutes ces identités en toi? Je combine toutes ces identités en moi. Moi, je suis comme un caméléon. D'accord? Donc, je m'adapte au contexte. Par exemple, quand je suis au travail, je ne suis que la professionnelle. Même mes enfants, ils savent très bien qu'ils ne doivent m'appeler qu'en cas d'urgence. OK. Mon mari, il ne m'appelle pas, carrément. Non, mais je le dis, honnêtement. Je suis dans le milieu, je suis vraiment dedans. Quand je suis chez moi, je ne suis pas la professionnelle, mais je triche un petit peu.
Donc, parce que je faisais un peu du télétravail, je travaille sur des projets. Mais quand j'ai du temps pour mes enfants, je le passe vraiment avec mes enfants. Donc, c'est vrai. Et quand je suis dans ma communauté aussi, c'est une chose qui est très importante, je suis juste dans ma communauté. Je ne suis ni la professionnelle, peut-être un peu la maman, parce qu'entre femmes de la communauté, on parle de nos familles, etc. Mais je ne suis pas la professionnelle. Il y a certaines femmes que je côtoie souvent dans ma communauté d'origine qui ne savent même pas ce que je fais dans la vie. Donc, je ne parle pas du tout de mon travail. Et c'est comme ça, je m'adapte dépendamment du contexte dans lequel je me trouve. Puis, est-ce que parmi toutes ces identités, entre guillemets, est-ce qu'il y en a une qui était plus difficile à assumer qu'une autre? L'identité de maman. Ouais, c'est la plus dure. Comment, ça prend beaucoup de temps, mais bon, beaucoup d'énergie. Ouais. Pour revenir au début de ton parcours, est-ce que c'était difficile de gérer le retour aux études et en étant... J'imagine que oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est assez difficile. Mais est-ce que, par exemple, tu t'es étonnée sur le fait que tu as réussi ou tu savais que comme genre ça allait être difficile, mais que tu allais y arriver? Écoute, je savais, quand j'ai pris la décision de faire le retour aux études, moi, je suis maman de 4 enfants. Hein. C'est pas un, c'est pas deux. Hein. Masha'Allah, c'est pas 3, c'est 4. Voilà, c'est pas 3, c'est 4, c'est pas 2, c'est pas 1. Donc, 4 enfants, je suis arrivée avec mes enfants, ils étaient tous en bas âge. Hein. J'avais la petite qui était à la garderie à l'époque, elle avait à peine 2 ans. Donc, mes journées commençaient à 5 heures du matin et finissaient à 1 heure du matin, à minuit, etc., avec les travaux, avec la préparation des examens, faire à manger, préparer les boîtes à linge. Les boîtes à linge qu'on découvre quand on arrive au Québec parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est au pays. On n'a pas la culture de la boîte à linge. Je savais que ça allait être difficile, donc j'essayais de m'organiser. Puis j'avais le soutien aussi de mon mari, que je remercie infiniment, parce que sans lui, je ne pense pas que je serais arrivée à faire tout ça toute seule. Il faut le dire, il faut être aussi être reconnaissant par rapport aux personnes qui étaient là et qui sont toujours là pour nous soutenir. Qui nous supportent. Exactement. Sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan financier, affectif, présentiel. Émotionnel, présence, etc. Donc, c'était vraiment très important de le dire. Mais je ne mesurais pas à quel point ça pouvait être difficile. Ouais. D'étudier en même temps que d'assumer sa responsabilité de maman, etc. Et c'est quoi qui t'accrochait à la fin de la journée? C'était quoi la vision que tu avais? C'est quoi, parce que dans les jours qui étaient un peu plus durs, c'est quoi que tu te répétais pour te dire non, je vais continuer, je vais pas lâcher? Être un modèle pour mes enfants. Ouais. Un modèle de persévérance. Il ne faut pas baisser les bras. Ouais. Et je n'avais pas le droit de baisser les bras. Il fallait que je leur montre que pour avoir un bel avenir, pour réaliser ses rêves, oui, c'est beau de rêver, mais qu'est-ce qui accompagne les rêves aussi? Ouais. Pour atteindre les objectifs, il y a la persévérance, il y a le travail, il y a les sacrifices, il y a le sérieux, il y a les nuits blanches, il y a tout le lot de... L'idée, c'était pas de leur faire peur, mais c'était vraiment d'être un modèle pour mes enfants, oui. Donc, est-ce que, durant ton parcours, tu as senti une certaine forme d'auto-exclusion qui venait de toi-même? Ou comme tu l'as dit, ça a toujours été très fluide, très... Oui, je suis le genre de personne... Quand j'étais petite, ma mère me disait que quand tu disais que c'est chaud, tu touchais quand même. Il fallait que j'expérimente que c'est chaud, parce que je ne comprenais pas. Quand on me disait « ne fais pas la chose », je ne comprenais pas. Il fallait vraiment que j'expérimente. Je ne le dis pas avec une forme de prétention, mais je le dis avec une forme beaucoup plus avec l'expérientiel, avec ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que... Enfin, ce n'est pas une impression, c'est vraiment, j'ai la certitude que quand tu approches les gens avec une certaine posture, avec une certaine ouverture, avec une certaine sensibilité de qui ces personnes sont, et tu as un retour positif par rapport à ce que tu dégages. Donc, il y a un tout. Il y a un tout qui fait que soit tu vas te sentir bien dans la situation, soit tu vas ramener l'autre vers toi, soit tu vas repousser la personne ou la rejeter. Parce que, tu sais, quand on est dans cette posture de dire qu'on est étranger à l'autre, cet autre aussi, il est étranger pour nous. Donc, comment créer cet esprit de rapprochement, de respect et de sensibilité? Parce que moi, souvent, je dis, il faut faire très attention parce qu'on risque facilement de virer par ce que moi j'appelle la survalorisation de qui nous sommes ou, dans le sens inverse, la sous-valorisation de qui nous sommes. En tant que femme musulmane, avec une visibilité qui est le voile, il faut faire très attention de ne pas survaloriser qui nous sommes
et de ne pas sous-valoriser qui nous sommes. Il faut juste rester dans l'équilibre de qui nous sommes, tout simplement. C'est pour ça que tu avais parlé de faire un travail sur moi-même, puis sur nous-mêmes, puis de comprendre aussi quelles sont nos forces, nos faiblesses, de savoir qui on est, pour aussi savoir avec quelle approche on va... On va être dans notre milieu du travail et tout. Et là, pardon, Yasmine, je voudrais juste attirer ton attention sur un point très important parce qu'on part toujours de l'idée de dire que c'est notre sensibilité, c'est notre réalité, mais celui qui est en face de nous aussi, il a une sensibilité, il a aussi une réalité. Donc, lui aussi, il a son parcours. Il a son parcours. Par exemple, si on prend le cas du Québec, c'est quoi? C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, une sensibilité, une sensibilité identitaire, de se retrouver minoritaire dans un Canada anglophone, les combats qui ont été menés par le mouvement féministe pour arracher les droits aux femmes, etc. Toutes ces questions-là, il faut vraiment être sensible à ces questions-là pour comprendre comment gérer le relationnel dans la société aussi. C'est vrai de se dire aussi que c'est pas forcément toujours nous la victime non plus. Il y a aussi quelqu'un en face de nous qui a aussi eu son parcours, son histoire. Oui, donc aussi comprendre... Oui, et là, tu viens de dire quelque chose de très important, la victime. On y arrive. Oui, la victimisation, oui, la notion de la victimisation. Aussi, j'aimerais bien qu'on l'aborde aussi. Oui. Je voulais revenir sur le point de l'auto-exclusion pour les personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Comment est-ce que tu définirais ce terme-là pour quelqu'un qui pourrait le vivre mais qui le sait pas qu'il est en train de le vivre? Donc comment est-ce qu'on pourrait définir le terme de l'auto-exclusion? Je vais aller avec un exemple très 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 simple. Admettons que toi tu finis tes études et puis il y a une entreprise par exemple ou un milieu quelconque, un milieu de santé qui là où tu voudrais travailler. Et puis il y a quelqu'un qui vient te dire mais écoute là, mais n'essaye même pas. N'essaye même pas, parce que moi, j'ai essayé. Et puis la personne, je ne sais pas, avec son aspect de visibilité, elle te ressemble, elle porte un foulard, un hijab, etc. Puis elle va te dire, j'ai essayé, ou elle va te dire tout simplement, bah, j'y étais, j'ai vécu de la discrimination, j'ai vécu du racisme, etc. Moi, je te déconseille de ne pas y aller. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Je m'en souviens aussi, ça me fait penser... Dans le dernier panel qu'on avait organisé pour l'association du 4 avril dernier, tu avais dit que c'est souvent les personnes de notre entourage qui vont nous bloquer des fois. Vraiment, souvent. Peut-être Est-ce que tu penses que c'est... Parce que c'est sûr que ça ne vient pas d'une mauvaise intention, mais est-ce que tu penses que c'est par peur pour pas que nous, on s'enfarge? Des fois par peur, des fois par protection. Oui. Par protection. Écoute, les personnes, moi, qui m'ont dit de ne pas aller dans tel ou tel milieu, c'est toutes des personnes qui m'aiment beaucoup. Ils ne l'ont pas fait pour me nuire, mais ils l'ont fait parce que, avec un élan de protection. Mais moi, j'essaie. Moi, j'écoute, je remercie, mais je vais quand même y aller. Et pour revenir justement à la notion d'auto-exclusion, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas te dire, bon, écoute, elle m'a dit, elle a vécu l'expérience, je ne vais même pas y aller. Là, tu es en train de t'auto-exclure de ce milieu-là. Puis qu'est-ce que tu vas... Le danger, il est où? C'est que tu vas encore reproduire cette auto-exclusion, tu vas... dire ça à une autre personne ne va pas y aller et ça se propage. Ça se propage et puis on va se retrouver avec toute une communauté à ne pas aller à travailler dans un milieu donné, alors que peut-être dans ce milieu, il y a des besoins vraiment et les personnes immigrantes ont le profil qu'il faut. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité qu'on vit au quotidien, surtout dans les communautés immigrantes. L'auto-exclusion, on n'en mesure pas les dangers, mais c'est vraiment néfaste pour les personnes. Puis, tu penses que ce sentiment-là, ça vient d'où? Venant de nous-mêmes, par exemple? Écoute, ce sentiment-là, il vient d'abord, moi je le dis, j'assume ce que je dis parce que c'est en fonction de mon expérience. Ça vient d'abord d'un manque de confiance en soi. D'accord? Okay. Et puis, le fait de se laisser influencer par les autres. Le fait aussi de ne pas d'être justement dans la position de victimisation, d'accord, de se dire moi je suis tu sais, des fois on se met mentalement dans une case de laquelle on ne peut pas sortir. Puis si on prend du recul, et puis le problème il est où? C'est qu'on se met dans cette case, on peut plus s'en sortir, mais on jette le truc sur la société pour dire « Ah, mais on nous discrimine, on est racisé, etc. » C'est une réalité, le racisme, la discrimination. Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, ça a été documenté, c'est des chercheurs universitaires qui l'ont documenté. Ça existe, on ne va pas le nier. Mais il y a aussi autre chose qui
freine aussi les personnes pour aller dans des endroits où ils aimeraient, par exemple, travailler, etc. Donc, la victimisation, c'est un danger aussi pour les personnes. Mhm. C'est super intéressant. Dans un monde où, par exemple, plusieurs personnes disent que la religion et le travail, c'est deux endroits différents, qu'il faudrait pas les assimiler ensemble. En tant que personne religieuse qui porte un signe religieux, donc par exemple moi, en tant que femme musulmane qui porte le voile, donc de prime abord, dès que j'arrive dans un endroit, on sait que je suis musulmane, ça se voit. Comment est-ce que tu penses qu'on devrait allier ces deux aspects-là comme dans un milieu où est-ce que c'est un peu un malaise chez certaines personnes, le fait de voir qu'on est religieuse et tout, comment est-ce que nous, on devrait approcher, par exemple, ce monde-là? Oui. D'abord, je tiens à dire qu'on n'est pas religieuse, on porte les signes d'une foi, de la foi musulmane, d'accord? C'est quand même différent. C'est-à-dire l'idée est qu'on ne prie pas toute la journée. On prie 5 fois par jour, mais le reste du temps, on fait ce que tout le monde fait de sa journée. Alors, pour revenir à la question de comment... des fois, j'entends des personnes me dire comment on fait pour s'imposer dans le milieu professionnel. On ne s'impose pas dans un milieu professionnel parce qu'on n'est pas dans une guerre. On ne s'impose pas. Il y a, dans le mot, dans la notion de s'imposer, il y a une connotation, pour moi, de violence, d'agressivité, etc. Je sais prendre la place des autres. Exactement, de s'imposer. Non. Ce serait quoi le terme plus Je prends ma place. Oui, prendre sa place, effectivement. Tout simplement, le plus simplement du monde. Donc, si chacun prend sa place, tout le monde c'est tout. Chacun prend sa place, ça fait un puzzle. Et le puzzle, c'est beau. Et le Québec, c'est un puzzle, justement. Oui, effectivement. Donc, on est tous différents. Chaque partie est différente de l'autre. Chaque pièce est différente de l'autre. Et quand les pièces sont éparpillées, ça n'a aucun sens. C'est comme un puzzle. Le Québec, c'est vraiment ça. Le Canada aussi. Toutes les terres d'immigration, c'est ça. Mais c'est une fois rassemblé que ça donne un sens, que ça fait quelque chose. Et c'est ça, le Canada. Donc, je suis une partie du puzzle. Et ce puzzle, pour qu'il ait un sens, il faudrait que cette partie que je suis prenne sa place dans ce grand truc, dans cette grande image du puzzle. Donc, c'est juste prendre sa place. Alors, moi, je trouve que prendre sa place, il n'y a pas mieux que de prendre sa place par le travail, le sérieux, le respect des autres. C'est très, très, très important de respecter les gens et de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. De pouvoir deviner, de savoir d'abord qui nous sommes, vraiment, véritablement, et d'être un peu sensible à qui sont les autres. Parce que les conflits, les tensions qui sont dans les milieux de travail ou dans les milieux éducatifs, peu importe, dans des familles, parfois même dans des familles, ça vient de l'idée que je ne suis pas sensible à qui tu es. D'accord ? Même dans un couple. Même dans un couple, on ne va pas aller trop loin. Je ne suis pas sensible. Je fais mes trucs. Je prends ce qui m'intéresse et puis moi, qui tu es ne m'intéresse pas, n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Donc, l'idée d'être sensible et sensibilisé à la réalité des personnes, à faire en sorte de travailler, d'être une partie intégrante de l'équipe de travail, de collaborer sereinement. Écoute, moi, de mon expérience, dès que tu fais tes preuves, le reste n'existe plus. Vraiment, il n'existe plus. Et au lieu d'être vraiment accroché à qui tu es, puis d'essayer de t'imposer, justement, si on revient à l'idée de s'imposer, puis de créer des tensions parfois, et puis de prendre tout avec une certaine rigueur, une certaine rigidité, écoute, ça passe pas. Ouais. Et puis, un milieu de vie, le milieu de travail, c'est un milieu de vie. On passe plus de temps dans notre milieu de travail que chez nous, si on compte les heures. Je vais te parler d'une situation qui m'arrive souvent, puis en parlant des amies à moi, elles aussi, elles ressentent ça aussi. Par exemple, quand j'arrive dans un nouveau milieu, en sachant que je porte le voile, que je suis musulmane, j'ai l'impression que je dois donner toujours un peu plus, toujours sourire un peu plus, toujours être un peu plus gentille qu'est-ce que je leur ai fait habituellement parce que je me dis, la personne devant moi, je ne sais pas quelles sont ses idées sur... on va dire sur la religion musulmane et tout. Donc, je me dis, je vais toujours être un peu plus gentille, un peu plus accueillante et tout, pour justement lui montrer que j'ai ma place aussi, on va dire, que j'ai ma place. Est-ce que tu penses que c'est quand même une bonne approche? Parce que je me dis que si je fais ce travail-là,
peut-être que petit à petit, on va changer un peu la manière de voir des autres. Donc, ça va aider un peu plus la communauté et tout. Bien sûr, mais je suis consciente à quel point nous, les femmes musulmanes, nous prenons sur nos épaules aussi. C'est la responsabilité de toute la communauté. Par exemple, moi, quand je vais dans un milieu, je me dis, ce que je vais représenter dans ce milieu, ça va ouvrir les portes à d'autres filles musulmanes, les plus jeunes, pas les personnes de mon âge. Et j'ai ce travail de conscience et de responsabilité sociale aussi qui est très important et toujours très présent dans tout ce que je fais. Oui, pour revenir à ta question, il y a des réticences quand on arrive dans un milieu où on sent qu'il y a un malaise vis-à-vis des femmes, surtout quand il y a des débats dans la société par rapport au port du voile, etc. Il ne faut pas oublier un élément très important. Toutes ces personnes sont formées par rapport à la communauté musulmane à travers quoi? Vers les médias. À travers les médias, oui. Les médias. Ça, oui. Et les médias, c'est quoi, hein? Mais c'est une ancienne journaliste qui est en train de te parler là. OK? Par expérience. Par expérience. Les médias, c'est quoi? Les médias, c'est le sensationnalisme. Okay. Il faut toucher ce qui est le sensationnel pour vendre. Parce que si on ne touche pas les émotions des personnes, on ne vend pas. Et si on ne le vend pas, on meurt. Il faut vendre. Donc, on ne vend pas quelque chose d'ordinaire. Vous savez, il y a un exemple qui dit, si on te dit qu'un chien a mordu un homme, c'est normal, d'accord? Mais si on te dit qu'un homme a mordu un chien, c'est pas normal. Ça, c'est vendeur. Les gens vont aller chercher, mais pourquoi est-ce que l'homme, il a mordu un chien? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça. C'est ce principe-là que les médias utilisent pour vendre. Donc, les personnes sont formées à travers les médias, mais allez-y voir avec les personnes, par exemple, qui ont voyagé. Leur ouverture, ils ont un esprit très ouvert par rapport aux personnes de différentes cultures parce qu'ils ont été dans d'autres pays, ils ont côtoyé ces personnes-là dans un autre contexte, dans une autre réalité, et ils ont cette ouverture d'esprit. Mais les médias, c'est très formateur aussi au Québec et ailleurs par rapport à l'immigration. Donc, toutes les personnes qui ont le courage et l'envie aussi de discuter avec des personnes pour mieux sensibiliser et tout, je trouve que c'est vraiment important pour qu'ensuite... Très important. Puis, il n'y a pas une autre solution. Moi, je ne vois pas d'autre solution par le dialogue, la communication, le dialogue, le rapprochement. Moi, je ne vois pas parce que tout le reste, c'est violent. Il n'y a que ça qui est serein, il n'y a que ça qui est pacifique, il n'y a que ça qui peut amener à quelque chose de très constructif, d'harmonieux, etc., de paisible aussi dans la société. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'a pas le choix. C'est soit ça, soit rien. Hein. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, donc là, on va passer à la séquence vrai ou faux du podcast. Donc, je vais te dire des petits vrais ou faux en rafale. Tu réponds par soit vrai, soit par faux. Okay. Puis, si tu veux, tu peux commenter 1 minute sur chaque question. Donc, premièrement, vrai ou faux, il vaut mieux ne pas parler de religion au travail pour éviter les problèmes. Vrai et faux. Vrai et faux. Pourquoi? Écoute, si on te pose des questions, tu ne vas pas être dans les dénis le plus absolu. Mais si on ne te pose pas de questions, tu n'as pas besoin d'étaler ta vie personnelle sur la table. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas survaloriser, il ne faut pas sous-valoriser non plus, mais il faut rester soi-même aussi. Effectivement. Donc, deuxièmement, vrai ou faux, le sentiment de ne pas être à sa place vient uniquement du regard des autres? Non, des deux. Faux. Parfois, faux, oui. Parfois du regard des autres, mais souvent de nous aussi. Ouais, comme on a parlé de... Exactement, tout à fait. Vrai ou faux, le voile complique toujours l'intégration professionnelle? Pas toujours. Faux. Faux. Parfois, oui. Ça dépend des milieux, mais pas toujours, non. Vrai ou faux, on doit forcément faire des compromis sur ses valeurs religieuses pour réussir? Non. Faux. Je suis d'accord. Non, c'est très... Non, on peut combiner les deux parce que les valeurs... Je tiens à développer parce que c'est très important. Les valeurs personnelles, moi, par exemple, ma foi, c'est vraiment les valeurs du travail que je fais. Par exemple, en médiation interculturelle, ça dit quoi? Rapprocher les gens, il faut avoir un climat paisible, être équitable, la justice sociale, etc. Et ça, c'est les valeurs de l'islam aussi. Donc, c'est très compatible. Donc, faux. Vrai ou faux, un bon professionnel laisse sa foi à la porte du bureau? Ah non, je la porte toujours avec moi. Ouais. Non. Elle ne peut pas partir. Non, elle ne peut pas partir parce que mes valeurs sont vraiment... Là, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a une collègue à moi qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu es toujours en bonne humeur? Elle m'a posé la question.
Et je lui ai répondu, je lui ai apporté une réponse qu'il a quand même, elle est restée perplexe. Mais Fatiha, c'est pas normal, elle me dit. Je lui ai dit, parce que je pense toujours à la mort. Mais elle me dit, mais comment se fait-il que tu penses tous les jours à la mort? Je dis, chaque matin, je pense à la mort. Elle me dit, mais comment se fait-il que chaque matin, tu penses à la mort et tu gardes quand même une bonne humeur toute la journée? Je dis, ben oui. Parce que quand je pense à la mort, je me dis, c'est peut-être le dernier jour de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas de mal à personne. J'essaie de profiter au maximum de ma journée. Je passe des bons moments avec mes collègues. Je minimise les difficultés. Je passe un bon moment avec mes enfants. Si je les chicane, je les embrasse tous avant qu'ils s'endorment, même s'ils sont vieux maintenant. Et j'essaie d'avoir la meilleure journée possible. Oui. Et c'est ça qui fait que je garde toujours la bonne humeur. Elle était comme... Et ça ne déprime pas. J'ai dit non, ça ne me déprime pas parce que la mort, dans ma religion, elle fait partie... C'est un cycle de vie comme la vie aussi. Donc, c'est ça. C'est pour revenir à l'idée de dire tes valeurs, il faut les laisser à la porte. Non. Ils sont toujours avec moi. Non, dans mon cœur. Puis, j'imagine, on va en reparler, mais j'imagine que c'est aussi ta foi qui t'aide à être... qui t'aide à être performante dans ton métier et tout. Donc, beaucoup. Ouais. Ah, mais beaucoup. Mais vraiment, et j'ai besoin de me ressourcer. Tu sais, des fois, j'ai juste besoin de me déconnecter, que ce soit de ma famille, de mon travail, tout ça, pour être avec maman. Khilwa. Je le fais souvent parce que ça me permet d'avoir cette énergie, d'avoir ce ressourcement pour pouvoir aller de l'avant pour le reste qui vient. Vrai ou faux, plus on s'assume en tant que musulmane ou musulman, plus on inspire le respect. Je pense que oui. Vrai? Oui, parce que les gens, tu sais, je vais quand même développer ce point parce que les gens, ils voient quand tu joues un rôle social, ça se voit. Tu ne peux pas tenir un rôle social et faire semblant d'être la personne que tu n'es pas pour longtemps. Quand tu es authentique, les gens le savent et ils te respectent plus parce qu'ils savent que tu es musulmane, ben, tu assumes. Tu es une professionnelle, tu assumes. Et puis, tes valeurs sont là, ils le voient et puis c'est tout. Hein. Parfait. Et le dernier, vrai ou faux, il est possible de transformer sa différence en force dans un milieu laïque. Sa différence en force dans un milieu laïque. Moi, je dirais plutôt qu'on est tous et toutes différentes. Et le fait de rassembler cette différence de chacun et de chacune qui fait la force dans un milieu professionnel. Pas seulement notre différence, c'est la différence de chacun. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes laïques. Et on est au Québec, c'est une société séculaire. Et des fois, et souvent, hein, pas des fois, je me retrouve en train de faire un travail extraordinaire avec la personne qui ne partage pas forcément ma foi. Alors que des fois, il y a des personnes qui partagent malheureusement ma foi, mais avec qui je ne m'entends pas passer sur le plan professionnel parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs professionnelles. Alors qu'avec d'autres, j'ai les mêmes valeurs professionnelles. Donc, c'est la force de chacun, la différence de chacun, peu importe quelle soit cette différence, qui fait qu'on crée une synergie dans les milieux professionnels, avec le respect, bien sûr, de cette différence. Mais c'est vraiment beau parce qu'à travers notre échange, j'ai découvert que ton approche, c'est pas de dire à tout le monde qu'au milieu du travail, on a une nouvelle façon de voir les choses. C'est que tu vas rapprocher chaque valeur de chacun, chaque religion, on va dire, de chacun, chaque parcours, éducation de chacun, puis créer, tu m'avais dit une fois, c'est de créer un nouveau cercle d'échange. Donc, il y a notre cercle à nous, il y a ton cercle à toi, mais aujourd'hui, on a créé un cercle entre nous avec toi. Oui. La métaphore du cercle, je l'utilise beaucoup dans ce que je fais. C'est que l'idée, pour ceux qui ne le savent pas, on va peut-être expliquer un petit peu, c'est que moi, je suis admettons que moi, je suis dans le cercle A, et toi, Yasmine, tu es dans le cercle B. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cercle? Ça veut dire ma culture, ma réalité, mes valeurs, etc., etc., etc. Puis, on se retrouve à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je ne veux pas aller dans ton cercle et tu ne peux pas aller dans le mien parce qu'on est différents. On va faire en sorte de créer le cercle C. Et dans ce cercle C, c'est dans ce cercle C qu'on va créer nos valeurs communes professionnelles pour pouvoir collaborer, travailler, etc., pour éviter les tensions, les incompréhensions, le non-respect, etc. Donc, il faut aller avec cette différence. Il faut s'intégrer, être fluide dans cette différence de l'autre et la respecter. C'est très important de respecter qui est l'autre aussi pour imposer justement, si on revient à la question du respect, pour imposer un certain respect. On ne le fait pas par la force, on le fait parce que nous respectons les autres, que les autres n'auront d'autre choix que de nous respecter de façon très, très, très automatique et spontanée. Donc, c'est vraiment une vision plus
plus dans l'accommodement que dans le changement de nous-mêmes, de créer un cercle puis de choisir. Ben oui, il n'y a pas de changement, tu sais, c'est pas possible. On ne peut jamais changer les personnes. L'idée, c'est ça doit venir de nous-mêmes. Oui, c'est l'idée que ça vienne de la personne, et l'idée, c'est comment faire en sorte de créer ce vivre ensemble, de créer cet environnement qui pourrait être épanouissant et pour l'un et pour l'autre. C'est de ne pas essayer de changer. À chaque fois qu'il y avait des tentatives d'essayer de changer l'autre, on a été confronté à des situations assez brusques. Parce qu'on ne change pas, c'est pas vrai. On essaie d'accommoder les choses, de faire plaisir à l'autre personne, etc. Mais on ne change pas. On est qui nous sommes. Mais c'est une vision qui peut nous aider aussi pour combattre l'auto-exclusion, parce qu'on se dit que quand on arrive dans un milieu, on n'est pas non plus obligé comme d'amener le 100% de nous-mêmes avec tout notre parcours. Vraiment, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut amener sur la table, qu'est-ce qu'on veut amener dans le milieu. Puis, il faut comprendre qu'on est assez complète en étant nous-mêmes. Faut pas se dire, je vais prendre un peu de cette personne, pour me créer une nouvelle personnalité au travail, etc. Chacun amène ce qu'il a amené, puis comme tu as dit, tout le monde prend sa place. Mais bien sûr, mais tu sais, mais bien sûr, il faut être aussi fidèle à soi-même aussi, être authentique, parce que si tu essaies... Tu sais, il y a aussi une notion que j'aimerais amener, c'est la notion de l'acceptabilité sociale. C'est quoi cette notion? C'est-à-dire que moi, je vais faire en sorte de faire tout ce qui plairait à l'autre pour me faire accepter. Et ça, c'est très néfaste, non seulement pour la personne, sur le plan quotidien, mais sur la santé mentale. Parce qu'il y a des personnes qui ont joué à ce jeu pendant des années. J'ai eu des étudiants qui m'ont fait part des choses très difficiles, très, très touchantes, en me disant qu'on a dissimulé une partie de notre identité, une partie de qui nous sommes à notre environnement professionnel pour vraiment nous fondre un peu dans la masse. Mais au final, ils se sont retrouvés avec un problème d'anxiété, un problème de dissonance pour se dire, mais au final, nous sommes qui? Ils ne se retrouvaient pas dans ça. Donc, l'idée est vraiment d'être authentique, d'être fidèle à soi-même avec ses valeurs et tout ça, et puis d'être ouvert aussi à tout ce qui est autour de nous. Et comme tu as dit, notre milieu du travail, c'est notre milieu de vie. Donc, si on n'est pas à l'aise... On ne peut pas jouer un rôle social dans un milieu de travail. Hein. Moi, quand je m'énerve, je dis à mes étudiants, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. C'est bon, on se calme. Alors, ils se mettent à rire et puis ça va, ça passe. Donc, il faut être soi-même, c'est très important. Les gens le voient. Ils le ressentent aussi. Oui. En parlant de soi-même, tu nous as dit que ta foi, l'islam, c'est une grande partie de toi-même. Comment est-ce que tu penses que justement ta foi t'accompagne dans ton travail? C'est quoi les aspects que tu retrouves dans la médiation interculturelle? Tout. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec une approche qui est très humaine. Tu vois, il y a une personne qui vient me dire je ne peux pas rendre le travail parce que il y a maman qui est malade, je suis proche aidant, par exemple, une femme qui est enceinte, etc. Je suis professionnelle, mais je ne suis pas rigide dans ma façon de faire les choses. Et ça, je pense que c'est pas... Je l'ai pas appris à l'école. Ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Ça, ce sont mes valeurs. On m'a inculqué ça dans ma famille. C'est ce qu'on m'a transmis à travers mon éducation, etc. Ce sont les valeurs de ma famille, de ma religion, etc. Et je trouve que c'est très compatible avec ce que je fais comme travail en médiation interculturelle, parce que la médiation interculturelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est la conciliation, c'est le rapprochement, c'est l'équité, c'est la justice sociale, c'est l'épanouissement des personnes, c'est créer des espaces où les personnes seraient satisfaites. Créer un cercle. Un cercle, exactement, le troisième cercle, etc. Le fameux troisième cercle, etc. Et ça, je pense que je suis allée à la médiation interculturelle parce que j'avais déjà... T'avais ça en toi. J'avais ça en moi. Oui. Et c'est pour ça que je me sens bien dans cette voie-là, dans ce domaine-là. Et je ne me suis pas forcée à faire quelque chose que je n'aimais pas. Je suis très alignée avec ce que je fais au niveau de mes valeurs. Mes valeurs personnelles sont très alignées avec mes valeurs professionnelles. Il n'y a pas de parallèle, il n'y a rien. Tout est collé ensemble. Et c'est ça qui fait que je me retrouve vraiment à faire quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne. On ne laisse pas ces valeurs à la porte du bureau, c'est pas vrai. Non, les rentre avec nous. Non, c'est pas vrai, non. Ils sont dans le cœur, on peut pas... Si on les sort du cœur, on meurt. Oui, justement, j'imagine que tu penses que pour être 100% épanoui dans son travail, comme tu l'as dit, il faut vraiment que nos valeurs personnelles soient complètement alignées avec nos valeurs professionnelles. Ouais, sûr, Au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, comment on se comporte avec les personnes, comment on respecte les gens, comment les gens les respectent, etc. Donc,
Pour conclure, c'était vraiment un échange très intéressant, en espérant que ça soit bénéfique pour la communauté. Je voulais savoir, pour conclure, est-ce que tu avais un dernier mot à dire à la jeunesse musulmane qui nous écoute? Quelque chose que tu aurais aimé entendre à 20 ans ou Oui. juste au début de ta carrière? Oui. Que j'aurais aimé, j'ai eu la chance de l'avoir entendu, cette chose, depuis que j'étais petite. Dis-nous. Oui, mon éducation n'a pas été faite par mon père, parce que mon père, il est décédé alors que j'étais très jeune. Mon éducation elle a été faite par 5 frères. D'accord? Et l'aîné de mes frères qui m'a élevée, il me disait tout le temps, écoute, tu es libre de faire ce que tu veux, mais avec une liberté responsable. Et l'idée de la liberté responsable, elle était toujours présente. Donc, l'idée responsable, depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais adolescente, pour moi, c'est l'idée de pouvoir tout faire sans nuire aux personnes qui m'entourent. Que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit au niveau de l'honneur. Hein. L'honneur, on comprend de quoi il s'agit quand on est dans des sociétés comme les nôtres, collectivistes, etc. Au niveau du comportement aussi. Donc, je dirais aux jeunes maintenant, que ce soit ici en Occident, en immigration ou ailleurs, que rêver, c'est beau de rêver, mais rêver avec des objectifs à atteindre aussi, parce qu'on peut rêver et partir dans tous les sens, et puis on risque de perdre notre énergie, notre temps, notre vie aussi à rêver. Mais non, rêver avec des stratégies, rêver avec une liberté responsable. Soyez persévérants, mais surtout, soyez vous-même, sans pour autant essayer d'être dans la confrontation de cette identité que vous avez. Essayez d'être vous-même, d'être authentique, et puis il me semble que tout va de soi. Et pour finir, là, je voudrais juste, si vous permettez... Oui, bien sûr. Voilà, il y a un livre qui a été publié en 2019 sur justement le féminisme et les religions. Donc, et j'ai eu la chance et l'honneur de participer à cet ouvrage qui s'appelle « Femmes et féminisme en dialogue », qui a été publié en 2019. Et dans un des chapitres que j'ai coécrit, je disais tout simplement, pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que mon identité n'est pas figée. Je l'aperçois comme hybride et extensible dans la mesure où elle intègre au fil du temps des épreuves émotionnelles et rationnelles, des éléments nouveaux. Et quand il m'arrive de faire son examen, je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d'éléments. Je les aligne, je les assemble, je n'en renie aucun. Ça, c'est la dernière expression. C'est un extrait du livre de Amin Maalouf, Les identités meurtrières, que j'ai mis pour appuyer ce que je venais de dire. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Fatiha. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. La santé. C'est très, très important. La santé. Et puis, ce que j'aimerais faire, vraiment développer certains volets pour je travaille beaucoup avec mes collègues québécois pour la société de façon générale, mais j'aimerais aussi, dans le cadre de mon entreprise, développer des volets plus spécifiques pour les jeunes issus de l'immigration, pas forcément l'immigration maghrébine, mais l'immigration de façon générale, voilà. Et puis développer aussi un volet pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de besoins qui sont là, et puis... j'aimerais aussi développer. C'est où qu'on peut te retrouver si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent chez moi, en savoir plus? Chez moi, pour prendre un café. T'aimes bien prendre des cafés. Marhaba. Il n'y a pas de problème. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont inspirées par ton parcours, qui veulent te poser des questions, qui veulent même travailler avec toi. Donc... avec grand plaisir. Moi, je suis ouverte vraiment à tout et à tous. Vraiment, et tu sais, je suis pas rigide dans ce que je fais. Je donne des formations, je fais de la consultation, je donne des ateliers, etc. Mais je suis toujours ravie d'avoir des suggestions, des personnes qui viennent me dire. Et c'est comme ça que j'ai cheminé aussi. Il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu sais, je te vois bien faire ça et ça et ça. » Et je le prends en considération, je développe l'idée avec la personne. Et je travaille avec la personne. Toujours ouverte à je suis vraiment ouverte. Et puis, d'ailleurs, Jesri, pour revenir à Jesri, c'est l'idée de ma fille. Le nom, c'est l'idée de ma fille. Je voulais vraiment trouver un nom qui serait en même temps facile à prononcer ici et qui intègre vraiment les objectifs de ce que je voulais faire, mais qui ait aussi une connotation arabe avec Jesri. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la métaphore du pont. À la médiation interculturelle, on construit des ponts entre les communautés, entre les personnes, entre les groupes. Et je commençais à en discuter avec mes amis, et puis on n'a rien trouvé. Je commençais à discuter avec mes enfants, et puis ma fille, elle me dit, maman, si tu veux faire toujours la gestion, ben, ça serait la gestion culturelle, puis tu veux faire
l'intergénérationnel, ça serait le rapprochement intergénérationnel. Et puis, tu vas prendre le G, le E, le S, le I et le R, ça va faire Jesri. Et Jesri, ça veut dire le pont en arabe. Donc, c'était vraiment... merci à ta fille. Miraculeux, merci à ma fille, oui, voilà. Donc on peut te contacter à travers ton Jesri, j'ai mon site web, oui, il suffit d'écrire Jesri et... Sinon, tu es très active sur LinkedIn. LinkedIn aussi, oui. Parfait. Oui. On va tout mettre en description du podcast. Merci beaucoup à toi. Merci pour cet échange. C'était très, très inspirant. Écoutez, le plaisir est pour moi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec les jeunes. Vous êtes le futur. Hein. Nous, on commence un peu à vous remettre les clés de la maison. C'est l'intergénérationnel. Il y a vous qui partez, nous qui prenons le dessus. Exactement. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour le futur. C'est très important. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, pour cet épisode. Et salam alaikum. Barakallahu Fik, salam alaikum.